Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 173. Je transforme mon hypersensibilité en un atout. Continuez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Comme ça, encore plus de monde pourra écouter nos bulles de bonheur. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, c'est facile. On nous trouve sur 2 minutes de bonheur, sur les pages Insta, Facebook et TikTok maintenant. Et ainsi participer à notre communauté qui est là pour cultiver le bonheur et faire le plein de positif. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Mon fils de 5 ans fait une colère à l'école parce qu'il est frustré de ne pas réussir à empiler ses Legos et la maîtresse commence à me parler d'hypersensibilité. Je suis blessée par une remarque de mon ami qui m'a fait de la peine et j'entends « Oh, mais on ne peut rien te dire, tu es trop sensible ». Mon conjoint trouve ça lourd quand je m'inquiète pour un collègue qui vit de gros problèmes familiaux. Il me dit sans cesse « Mais enfin, c'est pas ton problème, prends de la distance ». Et là, ça me chicote. L'hypersensibilité semble être devenue le nouveau mot-clé qui explique le moindre jaillissement émotionnel. Mais en vrai, qu'est-ce que l'hypersensibilité? Comment mieux vivre avec? Comment définir l'hypersensibilité? Hélène Aron, psychologue américaine, est reconnue pour ses travaux sur l'hypersensibilité, plus précisément sur les highly sensitive people, comme elle les appelle. Et elle y a travaillé dès le début des années 90. D'après ses études, entre 15 et 20% de la population serait hypersensible. Pour essayer d'en donner une définition, j'ai envie de citer un psychanalyste français, Saverio Tomasella, qui est auteur de Hypersensible, trop sensible pour être heureux, qui nous dit « L'hypersensibilité est une acuité perceptive accrue qui fait ressentir les émotions de manière plus forte. Quelque part, ces personnes ont gardé un cerveau d'enfant. N'importe quel stimulus, n'importe quelle information les touche. » L'hypersensibilité peut se manifester sous plusieurs formes. Tout d'abord, une hypersensibilité sensorielle. Alors, ce sont des réactions qui sont très fortes à des stimulus de nos sens, comme le toucher, l'ouïe, la vue ou l'odorat. Je vois bien par exemple combien mon fils ne supporte pas les pulls en laine pourtant tricotés par amour par sa grand-mère. Ça gratte, me dit-il. Et dans ces cas-là, il n'est pas capable d'en garder un sur le dos plus que de quelques minutes et refuse catégoriquement de l'enfiler. J'ai essayé de le forcer, prétextant qu'en plein hiver, la laine chaude, c'est bien commode. Ça l'a mis dans un tel état de détresse que j'ai compris que ses sensations étaient totalement décuplées par rapport aux miennes. Un hypersensible peut avoir aussi des signaux émotionnels très forts, une forme d'hyperréactivité à certains stimuli. Par exemple, je peux surréagir à une remarque ou avoir une réaction dans certaines situations plus chargées d'émotions, comme au moment des fêtes de Noël ou d'un anniversaire. C'est comme s'il y avait une déconnexion entre la source de l'émotion, son intensité, sa fréquence ou encore sa durée, et surtout qu'il existe un écart de ressenti par rapport au reste du groupe, comme si l'hypersensible captait des choses qui ne touchent personne autour de lui. Et du coup, il peut se ramasser quelques réflexions du genre « mais vraiment, je comprends pas pourquoi tu montes ça en épingle, tu fais d'un détail une montagne, etc. etc. » Les hypersensibles peuvent aussi avoir une overdose d'émotions. Ça leur en fait trop à supporter d'un coup. Ils ont de temps en temps aussi un penchant à amplifier les ressentis. L'hypersensible pourra se dire bouleversé par quelque chose qui, pour d'autres personnes, les touche extrêmement peu. C'est une tendance aussi à la fragilité dans les situations plus difficiles, voire même des moments de panique tellement l'hypersensible est envahi par toutes ces émotions. Et comment va réagir un hypersensible? Effectivement, nous pouvons observer certaines manifestations comportementales communes aux hypersensibles. D'abord, une profonde empathie, qui se manifeste par une grande fidélité en amitié et peut tourner, parfois, à la dépendance affective si elle est hors de contrôle.
Cette empathie pousse aussi souvent les hypersensibles à absorber les émotions des autres comme une éponge et à s'en imprégner. Il peut y avoir chez les hypersensibles un certain degré d'impulsivité, parfois des difficultés à traverser des changements ou dans certaines situations pour faire face à l'inconnu, pour aller à la rencontre des autres, pour s'affirmer. Les hypersensibles sont aussi dans l'hypervigilance à tous les stimuli sensoriels et ils ont une profonde sensibilité au présent, au temps qui passe et à leurs conséquences. Une tendance parfois à faire des insomnies et à une fatigue chronique. Alors, c'est un portrait qui penche plutôt du côté sombre et obscur de la force. Cependant, l'hypersensibilité a aussi de grandes richesses. Les hypersensibles sont plus attentifs au monde qui les entoure et à sa beauté. Ils sont souvent aussi plus créatifs. Le grand psychiatre suisse, Carl Gustav Jung, en parle ainsi. C'est un caractère enrichissant qu'on ne peut pas considérer en lui-même comme pathologique, ou alors il faudrait faire de même avec presque un quart de l'humanité. Mais dans le fond, quelles sont les causes de l'hypersensibilité? On s'est rendu compte qu'elle a souvent plusieurs sources. D'abord, elle peut être héréditaire, une caractéristique que vos parents vous ont transmise. Les recherches sur l'épigénétique montrent que le vécu des parents se transmet aux enfants par d'autres biais que le patrimoine génétique. L'hypersensibilité peut vous avoir été transmise in utero ou lors de vos premières années de vie. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez aller réécouter notre épisode 73, J'influence ma génétique. Une autre cause qui peut être liée à des troubles de l'attachement dans la petite enfance. Les personnes hypersensibles partagent souvent la croyance qu'ils doivent plaire à leurs parents pour mériter leur affection. Ils ont pris donc l'habitude de s'oublier devant les attentes des autres et ont développé une certaine peur de l'abandon qui les pousse à accepter parfois des choses qui ne leur correspondent pas. Ils ont développé des capacités d'alerte décuplées pour pouvoir faire face aux dangers que représente l'abandon ou la solitude. Vous pouvez pour ça faire un détour vers notre podcast 153, Je suis sécure affectivement. L'environnement peut également être une des causes de l'hypersensibilité. Effectivement, cet environnement dans lequel nous avons évolué ou nous évoluons encore joue un rôle, car il contribue à créer aussi des croyances plus ou moins négatives. Ces croyances alimentent nos réflexes et nous privent de notre capacité à accueillir librement nos ressentis pour les interroger et comprendre ce qu'il y a derrière. Par exemple, si vous avez trop rarement entendu de compliments ou reçu d'encouragements, dans le cas où vous rencontrez un échec, vous risquez de vous dire que vous êtes décidément bon à rien. Cette croyance ferme la porte à une analyse plus fine de la situation afin de comprendre ce qui n'a pas marché et de prendre peut-être des actions pour y remédier. On en a parlé dans notre podcast 29, Je dépasse mes croyances. Vous constatez combien l'hypersensibilité est complexe et ne peut pas se réduire à des crises de nerfs ou de perte de contrôle sur ses ressentis. Les personnes hypersensibles sont souvent accusées à tort de manque de maturité affective. Cependant, comme vous l'avez sûrement compris, il n'en est rien. En résumé, une personne hypersensible a accès à plus d'informations que la moyenne de la population. La personne hypersensible manque de repères dans le désordre de tous ces stimuli générés autour d'elle. Imaginez que vous êtes bombardé en permanence d'informations, de visions, d'odeurs, de sons et d'impressions que votre cerveau n'arrive pas à gérer tout ça. Il y a effectivement de quoi un peu en perdre son latin. Le ressort des hypersensibles est donc naturellement de se laisser guider par ces émotions qui sont tellement envahissantes. Les émotions prennent le pas sur la raison. Par exemple, lors d'un événement de networking, une personne hypersensible pourrait percevoir l'apparente indifférence des membres d'un groupe comme une preuve de son manque d'intérêt. Et la croyance que cette personne n'est pas à sa place va s'installer et l'émotion négative va peut-être la pousser à quitter la soirée prématurément. Le défi des personnes hypersensibles est de gérer le flux émotionnel très intense qu'elles traversent, de l'ordonner pour lui donner du sens. Allez, je change de regard. Comment guérir de cette hypersensibilité? Ou comment l'apprivoiser en fait? Parce qu'un des défis majeurs dans la gestion de l'hypersensibilité est la relation aux autres et la communication.
Une des pistes pour améliorer sa communication avec les autres est l'analyse transactionnelle. C'est une approche qui a été créée à la fin des années 50 par un psychiatre canadien, Eric Berne. C'est une forme de psychiatrie sociale parce qu'elle se propose d'étudier le psychisme des personnes en observant leurs relations aux autres. Alors le mot transaction est utilisé pour faire référence à tous les moments où nous entrons en relation avec les autres. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de monétaire ou de commercial, bien sûr. Alors l'analyse transactionnelle considère que nous pouvons adopter 3 postures lorsque nous entrons en relation avec un interlocuteur. Tout d'abord, une posture d'enfant. C'est souvent celle qui est guidée par nos émotions. C'est l'état le plus créatif, le plus intuitif et aussi le plus rebelle. Ensuite, le mode parent. Il est plus responsable, il respecte les règles et les autres, il est assez normatif. Il est souvent animé par des réflexes critiques ou moralisateurs. Ensuite, l'adulte, qui représente une posture plus rationnelle, guidée par nos décisions et nos analyses, et qui prend aussi en compte les émotions qu'on peut avoir. Un joli mixte, en quelque sorte. Prenons un exemple concret. Vous rentrez à la maison après une journée de boulot fatigante et vos enfants vous sautent dessus pour vous poser la sempiternelle question: mais qu'est-ce qu'on va manger pour le dîner? Vous pouvez répondre: j'en sais rien, je suis fatigué, laissez-moi tranquille. Ça, c'est votre posture d'enfant qui va s'exprimer. Vous pouvez dire aussi: vous n'avez rien d'autre à penser, concentrez-vous plutôt sur votre travail, j'espère que tout le boulot est fait. Ça, vous êtes dans le mode parent. Ou alors vous pouvez dire: je n'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir, je suis sûre qu'il y a de quoi faire dans le frigo. Là, vous êtes davantage dans la posture d'adulte. Dans le fond, quels sont les bénéfices de cette approche? Alors d'abord, c'est mieux se connaître et se comprendre. Parfois même déconstruire des croyances passées très ancrées. En effet, dans un psychisme équilibré, les 3 postures, donc le parent, l'enfant et l'adulte, s'expriment de façon équilibrée au juste moment. L'enfant exprime assez de créativité, l'adulte prend le relais quand le temps est venu d'analyser une situation avec distance. Il arrive cependant, le plus souvent, que l'un l'emporte sur l'autre. C'est comme si nous étions bloqués dans un état ou dans plusieurs états et que nous n'avions plus accès aux ressources des autres postures. Dans le cas de l'hypersensibilité, par exemple, c'est souvent l'état enfant qui s'exprime à fond, alors que l'adulte peine à se faire une petite place. Si nous analysons nos comportements et nos réactions à la lumière de ce cadre, nous prenons conscience de nos réflexes. Nous pouvons creuser pour en comprendre la source et parfois déconstruire des croyances qui nous empêchent d'être libres et autonomes dans nos vies. L'autre idée derrière l'approche de l'analyse transactionnelle est de décrypter quelle posture s'exprime le plus dans certaines relations en particulier afin d'identifier si elle est appropriée ou non. Si elle ne l'est pas, une bonne piste peut être de creuser les dysfonctionnements de la relation et de se positionner différemment dans cette situation. Comme par exemple, cette mère peut ajuster son attitude quand elle rentre le soir chez elle. Observer aussi nos attitudes peut ainsi révéler des rapports de pouvoir qui s'exercent inconsciemment et de ce fait-là, pouvoir y remédier et s'ajuster. Enfin, j'aimerais terminer sur quelques pistes pour mieux vivre avec votre hypersensibilité et éventuellement réguler vos émotions. Tout d'abord, ne vous jugez pas. Regardez-vous avec bienveillance, comme vous le feriez avec un ami. Rappelez-vous, vous êtes votre meilleur ami. Vous n'êtes pas moins bien que les autres, ni mieux que les autres. Vous n'avez pas une maladie, vous ne souffrez pas d'un trouble, vous avez autant de valeur que les autres. Ne laissez pas la culpabilité et le doute s'installer. Réécoutez pour ça nos podcasts 39 sur l'autocompassion et le 137 sur la bienveillance. D'ailleurs, de nombreuses études ont démontré que certaines facultés, notamment cognitives, sont décuplées par l'hypersensibilité. Vous portez en vous une richesse, tous ceux qui sont hypersensibles. Pour ce faire, tordez le cou une bonne fois pour toutes à la croyance trop répandue dans nos sociétés modernes que l'émotivité est une forme de faiblesse et que les émotions sont faites pour être réprimées ou contrôlées. La maturité émotionnelle ne réside pas dans notre capacité à brimer nos émotions. Elle vient de notre capacité de dépasser des réflexes guidés par nos réactions émotionnelles pour poser ainsi des choix éclairés. Par exemple, ne fuyez pas systématiquement une situation d'inconfort ou de peur.
Choisissez plutôt de l'affronter une fois que la tempête émotionnelle est passée. Apprenez à développer vos compétences émotionnelles grâce à notre épisode 140 et rappelez-vous que les compétences émotionnelles consistent à apprendre à identifier, écouter, exprimer, réguler et utiliser vos émotions. Une autre piste, trouvez votre équilibre. La tentation est grande de rentrer dans votre grotte pour vous protéger de tous ces stimuli trop nombreux et trop intenses. L'inverse est vrai aussi, car tout n'est que tentation et vous pouvez facilement vous surinvestir dans vos activités, vos relations ou encore votre travail. Dans les deux cas, vous luttez contre votre nature au lieu de composer avec elle. Respectez votre rythme et vos besoins. Apprenez à lire vos propres signaux de saturation pour savoir quel est le bon moment pour rentrer dans la grotte ou celui d'en sortir. Vous vivrez davantage en harmonie si vous décidez de vous respecter en premier avant les autres. C'est véritablement le cas aussi pour toutes les femmes qui traversent le postpartum, avec toutes ces émotions qui sont là, qui sont même contradictoires. Et en fait, l'important est d'apprendre à les regarder, à les accueillir et à reconnaître ces signaux de saturation pour pouvoir les exprimer et ainsi se faire aider. Enfin, évitez les relations qui pompent tout votre jus et entourez-vous de gens positifs. Vous êtes naturellement plus empathique et vous pouvez plus rapidement que la moyenne mettre le doigt dans l'engrenage d'une relation toxique. Les relations toxiques sont relativement faciles à repérer. Elles sont douloureuses, souvent dans le jugement inavoué, elles sont déséquilibrées. Vous pouvez les repérer et mettre des limites immédiatement. Si cela n'est pas possible, comme par exemple avec un collègue de travail que vous serez obligé de fréquenter, adoptez des limites intérieures. Construisez-vous un petit fort intérieur fait de confiance en vous et de renforcement positif pour vous protéger contre ce que vous ressentez comme des agressions. Au début, ça sera sans doute inconfortable parce que vous aspirez encore plus que les autres à l'harmonie. Cependant, les bienfaits personnels que vous récolterez sur le moyen et long terme sont importants. Et pour terminer, comme souvent, le corps est un excellent outil pour reprendre le contrôle de nos émotions. Passez quelques minutes en pleine conscience. Faites de la méditation ou de la sophrologie. Reconcentrez-vous sur ce que vous ressentez, là, tout de suite, dans votre corps, pour casser la boucle des mécanismes de rumination émotionnelle. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, l'hypersensibilité, 1. est une acuité perceptive accrue qui fait ressentir les émotions de manière plus forte, nous rappelle le psychanalyste Saverio Tomasella. 2. peut venir de notre patrimoine génétique, de notre vécu de l'attachement et aussi de notre environnement qui alimente nos croyances. 3. l'analyse transactionnelle apporte un outil efficace pour mieux se comprendre en analysant la charge émotionnelle qui s'exprime dans nos relations aux autres. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose de faire un pas de côté lorsque vous vous sentirez envahi par une émotion, qu'elle soit agréable ou non. Décrivez ce qui l'a déclenché, son contexte, puis son intensité. Relisez ça à tête reposée et observez ce qui s'est passé pour vous. La petite mousse de la semaine est toute douce et elle nous vient d'un grand poète, Charles Baudelaire. La sensibilité de chacun, c'est son génie. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.